BFM Business, BFM Crypto, le club. Et pendant ce temps, sur les cryptos, ça monte aussi. Le Bitcoin est sur un nouveau plus haut de 6 mois aujourd'hui. On va en parler avec Jérémy Lebescon. Il vient de nous rejoindre, Jérémy, journaliste au Journal du Net. Bienvenue. Bonjour Guillaume, merci. Bonjour. Gonzague Granval aussi avec nous. Bonjour Gonzague. Bonjour Guillaume. Aussi, cofondateur et directeur général de Scheme. On est bon. Et Valentin nous accompagne aussi. Valentin Nico pour Bourse Direct. Bonjour Valentin. Ça monte aussi sur les cryptos. Le Bitcoin, on le disait, sur des plus hauts de 6 mois aujourd'hui. Plus de 24 000 $. Ça va très vite même. On est au-dessus des 24 500 $. Est-ce que cette hausse, c'est la même question pour le CAC qui bat un plus haut absolu aujourd'hui. Est-ce que cette hausse repose sur du sable ou est-ce que d'un point de vue technique, vous pensez que cette hausse est partie pour se prolonger, Valentin ? Écoutez, dans un cas ou dans l'autre, ça a quand même été annoncé depuis un certain temps par des figures de retournement qui s'avèrent confirmées à l'heure d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'optimisme dans le marché. Et à vrai dire, si on analyse bien la situation, les techs étaient celles qui étaient le plus touchées par les paramètres inflation et hausse des taux. Donc logiquement, vu qu'on a l'air de, malgré les prix à la production il y a 2 heures, on a l'air quand même d'être sur un point de retournement. Donc c'est normal que le marché recherche ces dossiers qui ont été très fortement corrigés la dernière. Et donc forcément, dans le sillage du Nasdaq, qui est l'indice qui performe le plus depuis le début de l'année, les cryptos, le marché crypto s'en trouve tiré par la même occasion. Et c'est vrai que c'est allé très très vite. Le marché est très fort. Comme disait votre intervenant tout à l'heure, Monsieur Cusack, il y a très peu de vendeurs sur ce marché. Et ça grappille tous les jours. Donc c'est un marché rampant à la hausse et c'est très difficile de se mettre en face de ça. On est sur des valorisations sur les marchés traditionnels qui restent largement acceptables d'un point de vue ratio de base. Donc dire que c'est la fin du chemin quand il y a autant d'optimisme, moi je n'irai pas dans ce sens-là. Je pense que c'est bien de suivre le marché. D'ailleurs, là, on voit que même les ventes au détail qui ont donné un petit signal de vente s'avèrent vite contrées, encore une fois. Donc, c'est vraiment très, très fort comme marché. Pour le Bitcoin, comme vous dites, on n'est pas loin de niveau de dernière résistance, j'ai envie de dire. Si on passe les 24 500, on pourrait aller encore plus vite à 30 000. L'Ethereum 1750, pareil, ce serait 2 000 $, à mon avis, de façon express. Et enfin, il y a, j'ai vu que Solana avait également une très belle figure de retournement en place, donc je voulais vous citer celle-ci. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Effectivement, Valentin Nico avec nous depuis Bourse Direct. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on a des chiffres d'inflation qui sont supérieurs aux attentes là, à nouveau depuis quelques semaines. On l'a vu tout à l'heure sur les prix à la production américains. Ah oui, les prix à la production ralentissent, mais ils ralentissent moins qu'espéré. Ça n'empêche plus des indices actions de progresser en Europe. Et on l'a vu aussi hier aux États-Unis. Alors là, aujourd'hui, Wall Street recule, mais on voit la baisse se tarir peu à peu. Assez impressionnante, cette divergence entre les indicateurs et le marché action, alors que les taux obligataires, eux, se retendent. Merci beaucoup, Valentin, de nous avoir accompagnés. Alors, on va regarder ce que ce marché crypto, justement, a dans le ventre pour la suite. Jérémy, vous le suivez de près, vous le suivez de l'intérieur comme journaliste pour le Journal du Net. Et dans une semaine, il y aura cet événement qui sera en fait une visite, la visite à Paris d'un géant mondial du Web3, visite qui va d'ailleurs peut-être encore plus hisser Paris parmi les grandes capitales mondiales de l'écosystème du Web3. Dans une semaine, il s'agit du géant hongkongais Animoca Brands. Dans une semaine, donc Animoca Brands sera ici à Paris à l'occasion du NFT Paris. Quels seront les enjeux autour de cette visite ? Alors en effet, NFT Paris va se dérouler les 24 et 25 février. Ce sera l'événement de l'année pour le Web3 français. Le Web3 français qui confirme sa place dans le monde. Et à cette occasion, il y aura Animoca. Alors Animoca Brands, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous ne lisez pas le Journal du Net, c'est une firme qui détient environ 400 compagnies des parts ou l'intégralité des parts de 400 compagnies dans le monde du Web3, que ce soit même des blockchains ou les compagnies The Sandbox, les compagnies françaises The Sandbox ou encore d'Airwise. C'est un géant du Web3 mondial, c'est même celui qui fait les tendances. À cette occasion, donc le 25 février, il y aura Yatsu, dont j'avais fait le portrait justement dans les colonnes du Journal du Net et du Figaro au mois de décembre, qui est le cofondateur de cette firme d'investissement et qui donnera un talk le 25 février à NFT Paris. Il faudra vraiment y aller pour ceux qui
c'est quelqu'un qui a une certaine éloquence et qui parvient à démocratiser le langage du Web3. Donc même pour les béotiens, ça peut être très utile. C'est pas le moindre des exploits. Voilà, en effet. Et la veille, le 24 février, Animoca sera présent chez l'incubateur et accélérateur de start-up que vous connaissez bien ici sur ce plateau, Pirates Labs, cofondé par Bilal El Alami, pour toute une journée consacrée à l'écosystème Animoca Brands. Et puis aussi pour présenter une collection de NFT, ça sera la première pour Animoca Brands, qui s'appelle Mocaverse, alors qui peut faire un petit peu sourire sur le nom. Il y en aura 8888, une collection très prisée d'avatars, en fait. Vous savez, ces profils pics qui servent sur Twitter, qui peuvent faire penser au Bored Ape ou encore au CryptoPunk. Les petits singes, quoi. Les petits singes. Là, ce sera des petits bonhommes très mignons avec 4 personnages. C'est une collection qui sera portée d'ailleurs par certaines personnalités françaises, telles que Sébastien Borgé, le cofondateur de The Sandbox. Et Animoca va dropper, c'est le terme qu'on utilise, cette collection de NFT le 21 février, donc mardi prochain. Elle est très attendue dans le monde entier. En quelques heures, 20 000 personnes se sont infiltrées sur le Discord, 60 000 sur Twitter. Il n'y en aura pas pour tout le monde et cela devrait atteindre des valeurs assez considérables. Donc tout au long de la semaine, on va pouvoir côtoyer de près ce géant hongkongais qui a une place très importante, prépondérante dans l'écosystème Web3 hexagonal. L'événement est public chez Pirates Labs, même si je crois qu'il n'y a plus de place puisqu'elles se sont écoulées en 60 minutes. C'est dire l'attrait que suscite cette venue. Bon, c'est plus impressionnant qu'un concert de Mylène Farmer, alors. Bravo. C'est assez Ou Johnny Hallyday pour Gonzague, qui est ici. Non, on parle les deux sont vintage, ça va. Les deux sont vintage. Parfois, l'écosystème crypto, d'ailleurs, ressemble à un musée des curiosités. Parmi les curiosités, Blur, concurrent d'OpenSea, première marketplace de NFT, Blur a émis son propre token, un token qu'il a offert à ses utilisateurs les plus réguliers. C'était hier, plus de 500 millions de dollars de volume en à peine 24 heures. Jérémy, Blur est controversé. Il fait partie des exchanges qui permettent de ne pas payer les royalties aux créateurs, ce qui est pas top, pour être très honnête. Est-ce que cette marketplace et surtout son nouveau token seront pérennes d'après vous? Alors vous parlez de concert tout à l'heure, Blur n'a rien à voir avec le groupe de Damon Albarn, le groupe britannique. C'est en effet une marketplace qui s'est imposée dans le paysage aussi des NFT. Est-ce que c'est un échange qui est pérenne? Oui. Alors le token s'est stabilisé hier et aujourd'hui à environ 1 euro. Il y en a à l'heure actuelle 300 millions en circulation. Alors il faut être prudent si vous êtes investisseur ou trader parce qu'il y en a 300 millions en circulation. Il en reste encore 3 milliards au total. Donc voilà, il faut s'attendre peut-être à se faire dumper dessus le jeton. Est-ce que l'échange est pérenne? Oui, puisqu'il y a la firme Paradigm, une des plus grosses firmes d'investissement également, qui est derrière, qui back cette marketplace et qui fait vraiment de la concurrence à OpenSea. Aujourd'hui, ce sont les deux marketplaces. Blur a pris 40-50% des parts du marché d'OpenSea. Donc il faut s'attendre à avoir cet acteur-là pour très longtemps, pour le moment. Ouais. Je vois Gonzague, vous observez là, Gonzague, comment est-ce que vous regardez tout ça, cet écosystème qui boue, qui vibre, qui invente, qui innove, qui parfois aussi fait des bulles. Enfin voilà, comment est-ce que vous regardez tout ceci me réjouit parce magma. Que c'est d'innovation permanente dans l'univers crypto, Web3. Donc c'est toujours réjouissant et parfois aussi un peu effrayant parce qu'on voit beaucoup de comètes arriver, se cracher et puis beaucoup de gens qui suivent les comètes et qui parfois se perdent un peu avec les poussières. Donc parfois méfiant sur certaines grandes annonces de gros acteurs qui arriveraient subitement sur le marché et en même temps fasciné par ces actions commerciales assez puissantes. Donc à suivre. Ouais. Bon voilà, et la communauté crypto aura donc découvert que Johnny Hallyday c'est pas votre truc. J'ai vu votre réaction tout à l'heure, c'était pas Non, mais ça fait pas flatteur. Ça fait tout drôle d'être le seigneur de la table. Quoi. Et puisque justement vous venez partager votre expérience, ça fait une bonne dizaine d'années que vous êtes investi sur ce secteur crypto, Gonzague, vous êtes un des pionniers de l'écosystème en France et c'est une vraie fierté de vous voir à nos côtés régulièrement. Ce serait intéressant justement que vous nous parliez de ce qui se passe autour des stablecoins. On va parler de la régulation notamment aux États-Unis, ce grand coup porté aux stablecoins, notamment de Binance dans un instant. Mais est-ce que vous sentez que le marché des stablecoins est en train parallèlement de continuer de progresser malgré tout? Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous le confirment? Oui, alors les indicateurs le confirment en effet. Typiquement, les volumes de circulation de stablecoins sur le marché mondial ont dépassé les volumes d'échange de Mastercard. On n'a pas encore atteint ceux de Visa, donc on est autour des 7 000 ou 8 000 milliards de dollars de transactions en stablecoin
pour les stablecoins et pour Mastercard. Chez Visa, on est à 12 ou 13 000 milliards. On compare un peu des pommes et des carottes quand on dit ça, parce que les stablecoins ne servent pas aujourd'hui particulièrement à du paiement, mais servent surtout à des échanges crypto. Donc on peut difficilement rapprocher les deux activités stricto sensu. Cependant, c'est des volumes d'activité qui se rapprochent et qui justement mettent la puce à l'oreille, même un peu plus que ça, de tous les opérateurs de paiement carte, puisqu'ils sont aujourd'hui tous investis dans des projets autour des stablecoins. Visa a commencé il y a plus d'un an avec Circle à faire du settlement de transactions en stablecoin USDC et plus en dollars bancaires. Donc ils opèrent des remises de fonds à leurs clients sur des stablecoins et non plus sur des virements bancaires. Donc on accélère les flux de transactions. Et côté marchand, ça c'est un grand point dont on parlera tout à l'heure, de plus en plus de marchands s'intéressent au paiement en stablecoin, car l'usage premier voulu pour le stablecoin demain, c'est le paiement facilité dans des parcours d'achat innovants et avec des coûts de transaction moindres que ceux des réseaux de cartes. Oui, le stablecoin pourrait en quelque sorte sortir de sa boîte et ne plus être essentiellement utilisé pour des opérations de trading sur crypto, mais peut-être devenir un outil de paiement. Vous nous l'expliquerez dans un instant. Juste avant, vous parliez de Circle. Pourquoi est-ce que tous les réseaux de paiement par carte choisissent de travailler avec Circle ? Alors, sur le marché du stablecoin, on a déjà parlé quelques fois, il y a 3 grands acteurs. Le premier, Tether, Hong Kong, plus gros acteur de stablecoin, la moitié de la market cap des stablecoins, ensuite Circle et enfin Binance. Alors Binance, on va le mettre entre parenthèses en ce moment. Il nous reste Circle et Tether. Et Circle est la société américaine la plus régulée et la plus institutionnelle du marché. Donc c'est vers cette société que se tournent tous les acteurs du retail et de la banque lorsqu'ils veulent commencer à opérer sur le marché du stablecoin. Davantage vers eux que vers Tether, qui a toujours eu une petite... un petit nuage ou soupçon en tout cas sur leurs activités, même si tout ceci est très puissant et costaud. C'est vers Circle qu'on se tourne. Donc Circle, c'est un acteur backé par des banques, par Coinbase, par vraiment les mastodontes du marché financier et du marché crypto. L'ambition de Circle est de devenir une banque. Circle, depuis des années, travaille avec tous les marchands pour intégrer des solutions de paiement. Donc c'est vraiment l'événement qui aura lieu dans l'année 2023 ou 2024, en tout cas c'est le passage que tout le monde attend, c'est l'arrivée du stablecoin dans les solutions de paiement qui marquera vraiment l'usage grand public des cryptos de façon assez simple pour tout le monde. Parce que vous nous disiez que 80% des marchands désormais souhaitent intégrer les stablecoins dans leurs solutions. Oui, alors ces chiffres-là datent d'il y a même un an, donc les chiffres ont évolué encore plus favorablement aux États-Unis. Une enquête avait été menée par Deloitte qui montrait que 80% des marchands étaient prêts et considéraient très favorablement l'idée d'intégrer les stablecoins dans leurs solutions de paiement. Alors c'est assez important et ça. Et c'est pas juste pour faire joli. Et c'est pas pour faire joli parce qu'en fait il y a des bénéfices directs qu'ils vont pouvoir tirer de ça. La première, c'est une expérience client qui va être nouvelle, c'est-à-dire que on va sortir du paiement carte avec un parcours client qu'on connaît tous et qui est assez rébarbatif depuis longtemps, avec de nouveaux parcours clients crypto qui vont être largement facilités. En termes d'image de marque, c'est très important. Les marchands savent que leurs clients des générations Alpha, Z, tous les jeunes sont concernés par les cryptos. On est curieux de savoir quelle sera la génération après la génération Z, parce qu'il n'y a plus de lettres après, juste comme ça. Mais allez-y, Gonzague. Toute cette génération qui est aujourd'hui une génération moteur dans les cryptos va pouvoir répondre et favorablement à ces marchands qui vont accepter ces moyens de paiement. Donc en termes d'image, d'acquisition de clients, c'est un vecteur fort pour les marchands afin d'attirer de nouveaux clients. Oui, et surtout dans les pays sous-bancarisés, c'est aussi l'idée d'adresser, d'attirer à soi des populations, les consommateurs, les clients dans les pays sous-bancarisés ou les pays où l'inflation est importante. Les stablecoins, ça met des étoiles dans les yeux peut-être dans ces pays-là particulièrement. Alors, là, il y a deux cas différents. Le premier, c'est des pays qui subissent une hyperinflation, où les banques parfois font défaut et il y a un gros risque sur la monnaie. Le refuge dans un stablecoin et qui est une solution qui est de plus en plus utilisée par les populations et en particulier en Amérique du Sud. Et puis
L'autre point qui était, excuse-moi... Les pays sous-bancarisés. Les pays sous-bancarisés, c'était au niveau des remittances. Le transfert d'argent, ça c'est un point capital. Le transfert d'argent est une activité qui est très lucrative pour les opérateurs et pour les banques, mais qui se fait au détriment des utilisateurs. Moins pour l'utilisateur, oui. Les derniers chiffres qu'on avait, c'était que pour $500 envoyés, il y avait de 20 à 30 $ de frais par les banques et ou les opérateurs de remittance. Là où, lorsqu'on passe avec un stablecoin, on est à 5 $. Donc, on a sur le stablecoin et sur les outils de finance décentralisée qui vont faire de la conversion automatique d'un flux dollar vers un flux euro, des solutions qui vont être beaucoup plus rapides, beaucoup moins chères pour l'ensemble des acteurs et surtout des utilisateurs du marché. Donc là aussi, des économies évaluées à 30 milliards de dollars par an sont calculées sur les années. Vous parlez au futur. Les économies vont être d'eux. Les économies devraient être d'eux. C'est du conditionnel ou c'est du futur que vous utilisez le futur à dessein? C'est pas du conditionnel, c'est du futur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les choses émergent doucement. Quand on parle des remittances, on parle, en tout cas pour nous, souvent de l'euro. Les euros et les stablecoins aussi, on a déjà parlé, c'est encore vraiment l'épaisseur du trait du marché des stablecoins. Trop peu d'euros sur le marché, beaucoup de dollars. Donc il faut attendre que l'euro remonte face au dollar pour qu'on ait vraiment des échanges possibles sur l'ensemble de ces monnaies. Le sujet stablecoin et euro, c'est aussi un vrai sujet pour les années à venir. L'actualité Binance pourrait permettre à l'euro de tirer son épingle du jeu. Oui, puisque le régulateur américain met un grand coup là sur le stablecoin de Binance, personne n'avait vu venir, et donc on se dit, mon Dieu, mais la stabilité en fait elle est en Europe, elle n'est pas aux États-Unis. Alors on peut se dire ça. Pour analyser cette situation, il faudrait savoir en fait si l'action de la SEC contre Paxos Binance est vraiment liée à un problème de régulation ou à un problème de concurrence. On sait que Circle est très puissant, que Binance est dans le viseur de nombreux régulateurs. Pour autant, le stablecoin émis par Paxos pour Binance suit visiblement toutes les règles. Donc il n'y a pas un problème de nature, a priori. Il n'y a pas un problème de nature. C'est un problème de monopole et de concurrence. Il y a un problème de concurrence très net. En revanche, ça illustre bien la difficulté de créer et d'utiliser des stablecoins en dollars qui vous mettent sous le viseur des Américains et de la SEC en particulier. Là où en Europe, finalement, on arrivera bientôt avec une régulation relativement aboutie qui va qualifier les stablecoins de monnaie électronique. Et donc, peut-être que ça pourrait être une planche de salut pour les stablecoins et pour l'euro en particulier. Voilà, l'Europe est peut-être un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Oui, le paradis est un grand mot, mais... Voilà. En tout cas, il y a une carte à jouer. Rien n'est acquis pour l'euro et pour les stablecoins euros, mais il y a une vraie carte à jouer face aux États-Unis. C'est Sylvain Tesson qui parle de la France comme d'un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer pour rendre à César ce qui est à César. Jérémy, les récents déboires, les cryptos, leur forte baisse en 2022, est-ce que tout cela a douché les investisseurs? Je vous pose la question parce que Claire Balva, qu'on reçoit aussi régulièrement ici, nous disait récemment que les investissements en crypto avaient reculé en début d'année. Mais vous venez nous dire... Ouais, mais attention, parce qu'on voit des pouces vertes là sur l'écosystème français, sur le Web3 français. À nouveau, plus d'investisseurs en l'occurrence. J'ai pas envie de contredire Claire, mais en effet, il y a eu quelques bonnes nouvelles, notamment il y a peu pour Cohort, la start-up française qui a notamment récemment accompagné Etam pour des collections de NFT. C'est une solution qui accompagne les marques pour des collections de NFT, qui a levé 3,2 millions d'euros. Nous avons annoncé sur le JDN une levée de 2 millions d'euros. Il s'agit de l'agence Metaverse et Web3 BEM Builders. Alors, ce ne sont pas des gros montants, mais on parle de seed et de pré-seed. Donc c'est déjà quand même des valeurs relativement intéressantes à ce stade-là de ces jeunes pousses. Je peux vous dire que si vous lisez le journal du net, et je sais Gonzague comme vous Guillaume, que demain on va annoncer également une levée de fonds d'une start-up française Web3 en exclusivité. Je ne peux pas encore vous le dévoiler, mais allez-y Jérémy. Et puis très prochainement il y aura également à l'occasion d'NFT Paris et juste après d'autres start-up, d'autres jeunes pousses qui vont annoncer également leur seed et leur pré-seed. Donc comme quoi il y a quand même une certaine effervescence autour du secteur malgré les déboires macro et liés à FTX, liés à la régulation américaine. Seed, pré-seed, on est dans les appels de fonds, c'est ça?
seed pre-seed, ce sont les premières étapes des levées de fonds. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Oula, j'ai un chat dans la gorge. Merci à tous les deux. Bon retour.